On refait la semaine avec Laetitia Baldeschi. Bonjour Laetitia. Bonjour Fabrice. Stratégiste chez CPR AM. La grosse news de cette semaine, c'était ces déclarations, cette conférence tant attendue de Mario Draghi, le banquier central. Hier, on va démarrer par ça, qui a quand même rassuré les marchés après une sortie à Sintra il y a quelques semaines qui était au Portugal, qui était sur un ton beaucoup moins accommodant. Là, on dirait qu'il a calmé les esprits avant peut-être la trêve estivale. Oui, vraisemblablement. Je crois qu'il y a eu un ajustement dans la communication de façon justement à corriger les excès qui avaient suivi qui avaient été faits par les marchés en suivant ce discours de Sintra. Bon, là, il est revenu à son discours habituel sans en modifier quoi que ce soit, alors qu'on pouvait attendre éventuellement une petite modification de la forward guidance. Absolument pas. Et il a rappelé que tant que l'inflation n'était pas sur sa trajectoire qui l'a mené durablement vers l'objectif, il était hors de question de changer de politique ou de réduire l'accommodation. L'inflation n'est pas au niveau où nous voulons qu'elle soit, là où elle devrait être. On sait que ce niveau d'inflation, c'est toujours ce Graal des 2%. Voilà. C'est compliqué à atteindre. Proche. Inférieur à 2, mais proche de 2. Et voilà, nous devons être patients, persévérants, prudents, a-t-il martelé. Est-ce que c'est une manière de dire que ce fameux la fin du quantitative easing, ces énormes injections de liquidités dont il avait dit qu'il pourrait réduire le rythme, etc. Est-ce que c'est repoussé à nouveau, peut-être en 2018 ou même plus? De toute manière, il a répété depuis plusieurs mois que jusqu'à fin décembre, on avait le montant des achats mensuels qui était de 60 milliards de titres. Donc, jusqu'à fin 2017, on ne modifiait pas cette politique de quantitative easing. La question se pose pour après. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il nous a indiqué, c'est que le calendrier était un petit peu plus large que ce qu'on avait en tête, parce qu'on se disait, bon, allez, à la réunion de rentrée en septembre, il va nous préciser qu'à partir de janvier, il va baisser de temps. Enfin, voilà, tout le monde s'engageait sur ce type de réflexion. A priori, ils ne veulent pas se bloquer sur un calendrier précis, d'où l'expression l'automne, en précisant derrière dans la séance de questions que l'automne était au sens large, ce qui voulait implicitement dire que même la réunion du 7 septembre en faisait partie. Donc c'était assez... le message est clair. On ne se bloque pas. Et on agira en fonction des chiffres. Et il l'a bien dit, ce qui compte maintenant, c'est certes, il y a de la croissance, maintenant il nous faut de l'inflation. Ouais, on a l'impression qu'on a un peu la même politique des deux côtés de l'Atlantique, BCE comme Fed, c'est-à-dire un petit ballon d'essai. Là, on voit ce que ça ferait, réduction du bilan pour Janet Yellen. Mario Draghi qui il y a quelques semaines dit ça pourrait être un petit peu plus accommodant. On voit comment ça réagit du côté des marchés et là les banquiers centraux qui à nouveau essayent de dire on prendra notre temps, on se laisse toutes les options sur la table finalement. Mais on a cette impression-là depuis un petit moment, parce que même depuis mai 2013 où M. Bernanke avait annoncé la fin du QE, on a bien vu la réaction violente des marchés. Et depuis, on sent bien qu'ils sont très très prudents et qu'ils marchent sur des œufs. Et donc, il est hors de question de bousculer et surtout de relancer une instabilité financière contre laquelle ils se battent en permanence. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner cette sortie, que cette sortie ne soit pas violente pour les marchés, donc de communiquer à bon escient. Et on le voit bien, dès qu'il y a une petite agitation, les banquiers centraux essaient de calmer le jeu immédiatement et vraiment tentent dans leur communication d'accompagner les marchés dans cette nouvelle logique de réduction des achats de titres. Voilà, du coup, on est toujours à l'affût de ces petites phrases des banquiers centraux qui continuent effectivement pour l'instant à aménager les marchés, pas de politique moins accommodante, ça se fera très progressivement. Et surtout, le rappel que, attention, il l'a bien dit à la fin, lors d'une question, M. Draghi, il l'a bien dit, si les conditions financières venaient à se durcir, donc conditions financières, c'est l'ensemble des conditions financières, donc ça peut être également la remontée de l'euro ou une hausse violente des taux longs. À ce moment-là, on mettrait en œuvre notre billet baissier et on pourrait ou rallonger la durée du quantitative easing ou en augmenter les montants. Donc ils sont toujours dans cette optique-là. Ouais, voilà, donc toutes les options sur la table pour les banquiers centraux. Tiens, justement, une autre banque centrale était à la manœuvre cette semaine, c'est la Banque du Japon. Alors elle continue sa politique ultra accommodante, la planche à billets continue à tourner à plein. Ah oui, là, mais c'est ce qu'on attendait, on en avait longuement parlé la semaine dernière également. Effectivement, M. Kuroda a maintenu sa politique inchangée. Il a été plus loin, puisqu'en plus, ils ont été assez réalistes, je dirais, en révisant à la baisse leur objectif d'inflation, qui était quand même très surestimé par rapport à l'ensemble de la place. Ils étaient à 1,4 d'inflation pour l'année fiscale 2017.
Quand on voit où on est aujourd'hui, au 0,4, on voyait bien qu'il y avait un petit problème. Donc on rebaisse cette prévision d'inflation. 1,1, ça nous semble un peu plus plausible. C'est pour l'année fiscale 2018, pardon. Et globalement, du coup, il repousse d'un an l'objectif de 2%, largement. Donc courant année fiscale 2019. Donc on voit bien qu'on prend son temps, ce qui veut dire qu'on rallonge d'autant la durée de la politique monétaire ultra-accommodante japonaise. Donc voilà, là de ce côté-là... Qui pourrait avoir des effets d'ailleurs d'autant plus intéressants que si les autres banques centrales commencent à retirer de la liquidité, il y aura plus d'impact sur celles qui continuent à être très expansives. Voilà. Mais clairement, on nous a donné un pas beaucoup plus lointain et une visibilité sur cette politique monétaire japonaise. Ouais, du coup, je fais le lien avec les marchés, ça reste une thématique forte pour vous, c'est le pays vraiment que vous voyez continuer à surperformer, peut-être parce qu'il a sous-performé par rapport au marché américain, bien sûr, européen aussi. C'est un petit peu là, malgré des bons résultats, ce Japon, il devrait quand même tirer profit de cette croissance mondiale à terme. Alors, le Japon devrait tirer profit de la croissance mondiale d'une part, de la reprise de la demande intérieure d'autre part, de cette politique monétaire accommodante sur la durée, ce qui permet quand même d'ancrer des anticipations et des perspectives d'activité pour les entrepreneurs. Et le seul bémol que l'on a aujourd'hui, avec des entreprises qui ont plutôt rétabli leur situation financière et autres, c'est le yen. Et on le voit bien. Et malheureusement, dans la situation où on est dans le monde avec un Trump qui quand même nous pose souci aux États-Unis, la seule valeur de référence, de protection, je dirais, dans le monde, la seule devise de couverture et de protection, c'est le yen. Et donc si le yen vient à s'apprécier, ça met à mal la dynamique japonaise. Donc on le voit bien, le marché japonais oscille en fonction de l'évolution du yen. Quand le yen reprend je dirais, son rôle de valeur refuge, eh bien on voit immédiatement le marché japonais se replier. Une autre petite stat qu'on a eue hier, c'est aussi la croissance cette fois du côté de l'Allemagne qui était en ligne finalement avec les attentes, mais on voit que la croissance européenne finalement se confirme. 1,8%, c'est ce qu'attend le FMI pour l'Allemagne cette année, un petit peu moins l'année prochaine. Oui, on voit bien, et M. Draghi l'a encore dit, ils sont satisfaits, leur politique a permis de relancer cette croissance, de créer des emplois, il l'a rappelé, 6 millions d'emplois, donc on est dans une dynamique qui est bonne, mais qui n'est pas terminée, et on n'a pas le deuxième, ou le troisième effet, qui est la relance de l'inflation. Et tant qu'il n'y aura pas de reprise durable de l'inflation, il n'y aura pas de solidité à terme de cette croissance. Pas de risque en tout cas de déflation. Non, ça a disparu. C'est aussi le changement de crainte en tout cas du côté des banquiers centraux. Voilà pour cette semaine donc, qui était très banque centrale évidemment, mais c'est évidemment très très important. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va regarder? Les marchés sont de plus en plus calmes, on n'a pas de chiffres énormes. Alors, ça y est, les banques centrales ne parleront plus. Alors, si, on a la Fed quand même, mercredi soir. On a la Fed. Alors c'est vrai que les anticipations des marchés sont très très basses. On anticipe peu de choses sur cette réunion. C'est une petite réunion, sans conférence de presse derrière, sans prévision de croissance ni d'inflation ou de taux d'intérêt. Donc vraiment, on a le sentiment qu'il ne se passera pas grand-chose, mais on va l'attendre quand même. Et puis la première estimation du PIB des États-Unis vendredi prochain. Donc ça peut être aussi quelque chose à surveiller. Les attentes vont de 1,9 à 2,4, 2,5. Voilà, surtout, je pense qu'on regardera avec attention le comportement de consommation des ménages qui semble quand même assez modeste pour le moment. Et donc là, on a peut-être quelque chose à surveiller. Évidemment, sinon sur la zone euro, ce sera les enquêtes, la publication de l'ensemble des enquêtes, le PMI en début de semaine. Il faut INSEE pour les enquêtes nationales. Donc un petit peu d'informations qui devraient nous confirmer la tendance récente. Et voilà, de quoi animer un petit peu les fleurs, peut-être les traders qui commencent quand même à déserter les salles des marchés. On sent ce marché qui perd en densité, comme disent les spécialistes. Évidemment, on verra si les chiffres animent la cote. Merci Laetitia Belleski, stratégiste CPRM qu'on retrouvera justement après la trêve, après les vacances, ça sera à partir de fin août. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Dans un instant, la suite, le Morning Trading, c'est avec Louis Azaïs, à tout de suite.